Louis. Je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé au moins une fois au travail d'avoir fini votre boulot de la journée, mais de ne pas oser quitter le bureau parce qu'il était trop tôt. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé plus d'une fois. Je me revois encore jeter un œil à ma montre et pousser un gros soupir, comme si, au lieu de me réjouir d'avoir été efficace dans mon travail et de quitter le boulot le cœur léger, je m'en voulais presque d'avoir fini en avance. Mais tu comprends, c'est comme ça, c'est la règle. Il faut être là, à son bureau, coûte que coûte, au risque de se prendre une remarque de ses collègues et de passer pour un tir au flanc. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de plus rageant que de devoir faire acte de présence par principe. L'idée de perdre du temps précieux que je pourrais passer avec mes proches ou juste à me reposer, peut-être même pour mieux travailler ensuite, et ça, juste parce qu'il faut jouer le rôle de l'employé parfaite, sans réelle justification de productivité, ça me rend dingue. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que le télétravail ait changé grand-chose à tout ça. Très vite, on a vu s'installer des mécanismes de surveillance. Il faut être connecté sur son ordinateur de telle heure à telle heure. Il faut répondre au téléphone, même sur l'heure du déjeuner. Mais est-ce que ça tient vraiment à ça, de faire du bon travail ? Dans cet épisode, Marion Botorel nous montre, à travers l'exemple des cabinets d'avocats, à quel point la culture du présentéisme est solidement ancrée en France et comment elle a résisté au télétravail généralisé. Vous entendrez les témoignages de Charlotte et Arthur, tous deux stagiaires en cabinet. Ils ont préféré ne pas donner leur vrai prénom. Marion s'est aussi entretenue avec Valence Borgia. Elle est avocate, associée dans un cabinet d'arbitrage et c'est la secrétaire du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Elle est aussi présidente d'honneur de l'Union des jeunes avocats et cofondatrice de la Fondation des femmes, une association qui lutte contre les violences et milite pour l'égalité femmes-hommes. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours. « 30% des salariés français pensent qu'ils seront jugés par leurs collègues s'ils quittent le bureau avant 18h. C'est en tout cas ce que dit un sondage Glassdoor d'octobre 2019. Vous savez, le fameux « Hey, tu prends ton après-midi aujourd'hui ?» Et 26% des sondés admettent rester au bureau sans être efficace, uniquement pour se faire bien voir. C'est ce qu'on appelle le présentéisme. Le présentéisme, c'est l'opposé de l'absentéisme et ça existe sous plusieurs formes. Ça peut être le fait de se présenter au travail alors qu'on a des problèmes de santé, par exemple, que ce soit physique ou psychologique. Ça peut aussi être le fait de faire acte de présence au travail, mais sans travailler réellement. Ou bien de faire des journées à rallonge parce que dans certaines cultures d'entreprise, c'est bien vu. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, je me suis demandé comment la culture du présentéisme, qui est solidement ancrée en France, a évolué. Avec les confinements successifs et le télétravail généralisé, on est moins soumis au regard de nos collègues et de nos supérieurs. Alors comment a évolué cette norme bien française de faire acte de présence au travail ? En parlant autour de moi, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, le confinement n'avait absolument rien changé. Alors la vie au cabinet, en fait, elle est très semblable pendant ce confinement à ce qu'elle a pu être avant. On se retrouve, je pense, avec un taux de présence qui doit être autour de 70% à 80% au sein du cabinet. Lui, c'est Arthur. Il témoigne sous un autre prénom que le sien. En ce moment, il est en stage dans un cabinet d'avocats à Paris. Ce que j'ai compris, en échangeant avec lui et d'autres avocats, c'est que dans certains cabinets, l'importance de faire acte de présence était tellement forte que le télétravail n'a tout simplement pas été généralisé, malgré les directives du gouvernement. Comment expliquer que dans certains secteurs, comme les cabinets d'avocats, le présentéisme résiste aux recommandations officielles ? D'où ça vient ? Et puis, qu'est-ce que ça dit de notre monde du travail ? Dans le cabinet d'Arthur, les associés, c'est-à-dire les avocats qui sont en haut de la hiérarchie, sont quasiment tous restés présents au bureau pendant le confinement. Juste en dessous, il y a les collaborateurs et les collaboratrices. Ce sont des avocats qui travaillent sur des dossiers pour le compte des associés, mais qui restent techniquement indépendants.
eux ayant un pouvoir décisionnaire un peu plus fort, ont pu faire valoir leur volonté quant au fait de mettre en place du télétravail ou non. Et donc, c'est-à-dire que sur ces gens-là, et là, il y a vraiment eu un respect de leurs préférences par rapport au fait d'être au cabinet ou de ne pas y être. Donc, je dirais que un collaborateur sur deux doit être présent au cabinet. Et puis, il y a les stagiaires, comme Arthur. Ce qui s'est passé, c'est que les différents associés des différents départements sont venus voir en général les stagiaires pour leur proposer de leur faire une attestation dérogatoire qui leur permettrait de se déplacer au cabinet si c'était nécessaire. Sachant que si c'était nécessaire, n'était pas du tout défini à ce moment-là. On s'est retrouvé à avoir cette attestation dérogatoire valable pour 2 mois, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de nos stages pour la plupart, qui nous permettait de nous déplacer et de venir à volonté au cabinet. Ce sur quoi, en fait, on en est resté là. Et c'est-à-dire qu'à aucun moment, on a eu de consignes claires par rapport au fait de devoir rester fermement en télétravail. Ça a été fait dans certains cabinets, pas dans tous, donc le mien n'en fait pas partie. Et du coup, restant dans cet entre-deux, dans le silence un peu de la direction du cabinet, en fait, par défaut, beaucoup de stagiaires se sont retrouvés à rester en présentiel 3, 4, voire 5 jours par semaine, ce qui est en général mon cas. En cherchant des témoignages pour cet épisode, plusieurs autres stagiaires m'ont dit avoir été choqués que dès le premier jour du confinement, le télétravail ait été balayé par un non catégorique ou, comme pour Arthur, par un silence retentissant. Je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait bien motiver le fait de devoir aller au bureau en plein confinement. Alors certes, les audiences dans les tribunaux ont été maintenues lors du deuxième confinement, mais tous les collaborateurs n'y assistent pas forcément. Et la grande majorité des tâches peuvent tout à fait être réalisées à distance, selon Arthur. Dans les cabinets d'affaires dans lesquels je réalise mes stages, il y a très peu de besoin de personnel en présentiel. Tout est fait à distance et d'ailleurs souvent même quand on est tous au cabinet, il y a beaucoup de discussions qui se font par mail ou par téléphone. Donc en fait, les faire à distance de chez nous, il n'y aurait pas de problème. Ce qui est frappant, c'est que le cabinet d'Arthur n'est pas le seul à avoir rechigné à mettre en place le télétravail. Au point que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a dû contacter le bâtonnier de Paris et le Conseil national du barreau début novembre pour rappeler aux représentants des avocats parisiens que le télétravail n'était pas une option. Moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie totale dans l'attitude des avocats à se dire que le confinement ne les concerne pas. C'est-à-dire que pour une profession qui exerce le droit, c'est vrai qu'il y a une capacité et une volonté à ne pas en subir les conséquences qui est assez manifeste. Et ça, c'était peut-être encore plus marqué pendant le premier confinement où les associés continuaient à venir travailler en présentiel. Et donc on se retrouve avec cet état de fait où la société demande des efforts considérables à toute une part de la population qui n'a pas forcément les moyens de s'en sortir ou les moyens de se permettre de télétravailler. C'est-à-dire que toutes les professions ne sont pas télétravaillables. Certaines le sont beaucoup plus que d'autres. On demande cet effort général à la population, mais le métier d'avocat qui pourtant est très très télétravaillable et voire télétravaillable à 100%, se retrouve à refuser cette obligation. Et en fait, ce qui se passe, c'est très très cynique, c'est qu'on sait très bien qu'il y aura jamais aucun contrôle dans un cabinet d'avocats. Et c'est vrai que c'est très très cynique par rapport à des gens qui auraient peut-être beaucoup plus besoin de pouvoir travailler en présentiel et qui eux s'astreignent à cette discipline. Cette discipline, elle est plus ou moins respectée selon les cabinets. Il y en a bien qui se sont mis au télétravail. C'est le cas pour Charlotte, par exemple, dont on a aussi changé le prénom. Elle est stagiaire et elle a pu passer en télétravail pendant le confinement. Mais dans son cas, le présentéisme n'a pas pour autant disparu. Il a pris une autre forme par écran interposé. On doit être connecté. On a l'impression que si on n'est pas connecté au bon moment et que par hasard, quelqu'un a essayé de nous joindre à ce moment-là, on va se faire remonter les bretelles. Oui, ça c'est quelque chose qui est fréquent dans n'importe quel cabinet d'avocats. Enfin, en fait, les gens aiment bien que vous soyez là, que vous soyez à dispo en permanence. La surveillance virtuelle, elle est due à la fois aux outils qui permettent de le faire, parce que c'est quand même assez nouveau, et finalement ils se disent « Ah chouette, je vais pouvoir surveiller tous mes petits collaborateurs ou tous mes petits stagiaires ». Aujourd'hui, il y a des outils comme Skype qui permettent de vérifier l'heure à laquelle les gens se sont connectés.
Donc c'est simple, ça peut arriver que certains collaborateurs, certains associés s'amusent à regarder à quelle heure vous vous êtes connectés tous les matins. Alors est-il 9h25, 9h05, 8h45, 9h17 peut-être? Avez-vous été en retard ce matin? C'est mal, vous êtes en retard. Le soir, je décidais de me déconnecter aux alentours de 19h30. C'est vrai qu'en général, j'envoyais un petit email vers 18h30 pour savoir si on pouvait avoir potentiellement besoin de moi plus tard. Et vers 19h30, si j'avais fini ce que j'avais à faire, envoyer tous les mails et les dossiers sur lesquels je travaillais, j'éteignais mon ordinateur. Je vérifiais quand même à 20h, 20h15 que on m'avait pas envoyé un mail de dernière minute pour me demander quelque chose. Néanmoins, si j'éteignais mon ordinateur et que je partais de dîner, par exemple, j'allais dîner ou j'allais faire la cuisine ou faire du sport ou ce qu'on veut, si on avait besoin de moi, on me le faisait savoir d'une autre manière. C'est-à-dire que j'avais un appel sur mon téléphone à 21h, 21h30 parce qu'il y avait un truc urgent et je devais retourner bosser parfois jusqu'à minuit. Mais ça, c'est propre au métier d'avocat. Comment expliquer que le présentéisme réussisse même à s'immiscer à distance? Si les horaires à rallonge et le présentéisme persistent de manière si forte pour Charlotte et Arthur, malgré le confinement, c'est qu'en temps normal, hors pandémie, c'est une norme qui est profondément ancrée dans leur secteur. Je pense qu'il y avait déjà un problème global de présentéisme en cabinet. Alors c'est vrai que c'est peut-être une des dernières bulles où le présentéisme est toujours très très présent, mais également encouragé, à mon sens. Les personnes qui sont aujourd'hui associées ont travaillé pendant de nombreuses heures, ont largement dépassé tout schéma des 35 heures, et ont le sentiment qu'ils en sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui grâce à ce travail. Et qu'entre guillemets, c'était une force que d'avoir été capable de travailler pendant plusieurs années, 10 à 11 heures par jour, 7 jours par semaine. Et du coup, il y a une volonté de se dire, si moi j'en ai été capable, les personnes qui travaillent pour moi aujourd'hui, elles aussi se doivent d'en être capables. Et donc on a ces attentes, souvent non exprimées, c'est-à-dire que très souvent c'est des attentes un peu tacites, de présence, mais où il y a des règles où, alors que les stagiaires en cabinet ont des conventions qui noir sur blanc écrivent que le temps de présence attendu est 35 heures par semaine, on estime que par exemple dans un cabinet d'affaires parisien, partir avant 20 heures sera mal vu. Et ça, c'est quelque chose qui nous est véhiculé de manière claire par les RH dès notre premier jour d'arrivée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ce qu'on nous explique, c'est que le temps de présence et les horaires pratiqués au sein du cabinet d'avocats, c'est en général 9h30, 19h30. Donc c'est-à-dire qu'on passe de journées de 7 heures écrites sur notre convention à des journées de 9h, 9h30, telles qu'elles sont attendues dans la normalité. C'est-à-dire que là, j'exclus tous les cas d'urgence où, du coup, on peut finir bien plus tard. Moi, personnellement, j'ai été assez épargné, mais encore, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de finir à 23h, minuit. Je connais pas mal de gens qui ont déjà passé la nuit au cabinet et qui ont enchaîné leur journée le lendemain. C'est-à-dire des moments où, après une période d'audit, on doit rendre une tâche très, très complexe au client. Du coup, la deadline se rapproche, c'est une deadline qu'on pourra pas déplacer. Ça arrive très régulièrement que certaines personnes enchaînent 5 à 6 nuits au cabinet en présentiel, rentrent chez eux pour dormir pendant 3 heures et reviennent le matin à 10 heures. Quand j'ai appelé Arthur, c'était un samedi, en fin d'après-midi, et il rentrait tout juste du cabinet. On se retrouve souvent dans des situations où la personne va nous confier une tâche le vendredi soir, nous demander de la rendre pour le lundi matin, sans nous demander précisément peux-tu te déplacer samedi après-midi pour venir travailler. Mais de facto, si on veut respecter ce délai, on va avoir à travailler le week-end. Et je suis toujours amené à y retourner en présentiel, même certains week-ends. J'ai demandé à Arthur si cette situation, le fait de devoir travailler tard dans la nuit ou le week-end, était due à la charge de travail importante que doivent abattre les personnes en cabinet d'avocat. Mais pour lui, ça ne l'explique pas totalement.
Je reste persuadé qu'avec une meilleure organisation, l'ensemble des cabinets dans lesquels j'ai travaillé auraient pu permettre à leurs collaborateurs de partir à 18h chaque soir pour le même rendu. Comme les tâches ont tendance à tomber de manière imprévisible, avec parfois des gros creux dans l'activité, moi il m'est arrivé de passer plusieurs heures à n'avoir rien à faire au cabinet, pour qu'au final, à 19h, 1, 2, 3 urgences me tombent dessus et me contraignent à rester plus tard, parce que comme il y a peu de visibilité et d'organisation à long terme, les tâches sont toujours à réaliser pour tout de suite. Je me rappelle qu'une fois, alors ça c'était dans un de mes anciens cabinets, où on avait dû faire un mail pour demander un échelonnement des tâches, parce que systématiquement l'ensemble de nos mails étaient marqués comme urgents, et quand on leur demandait pour quand la tâche était à rendre, ils nous disaient systématiquement dès que tu peux, donc pour tout de suite. Et c'est vrai que coupler ça avec des heures de présence assez fluctuantes et qui peuvent être assez longues dans la journée, il y a beaucoup de stagiaires qui se retrouvent à travailler 11, 12, 13, voire 14 heures par jour. Donc déjà, il y a un problème d'organisation. Et puis, il y a tout simplement la culture présentéiste. Je me rappelle, dans un de mes anciens stages, j'avais un collaborateur qui il avait une pratique assez drôle, c'est qu'entre 14 et 16 heures, il faisait la sieste au cabinet. Et donc souvent on allait toquer dans son bureau, il dormait sur son canapé, entre 14 et 16 heures systématiquement. Et c'est vrai que moi au début c'était un de mes premiers stages, ça m'avait paru très bizarre de comprendre mais pourquoi est-ce qu'il dormait à ce moment-là, et parce que c'était quelqu'un qui partait systématiquement après moi, du coup je devinais qu'il partait très très tard le soir, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il voulait pas tout simplement finir plus tôt, mais donc travailler pendant les débuts d'après-midi. Et il m'avait expliqué qu'il y avait ces attentes un peu tacites où de toute manière il ne pourrait pas, par rapport à ce qui est exprimé ou non, et par rapport à ce qui est nécessaire ou non en termes de charge de travail, il ne pourrait pas partir avant 20h du cabinet. Dès lors, il avait tout intérêt à dormir pendant 2 heures, comme ça il était plus ou moins réveillé, il pourrait se coucher plus tard le soir et donc éventuellement de profiter de sa famille, etc. Et du coup, il y avait une logique par rapport au fait de passer du temps au cabinet pour ne pas travailler, puisque de toute manière, il y avait cette heure un peu planchée qui était 20 heures pour lui, où il ne pourrait pas, même s'il avait fini sa journée, partir avant 20 heures, parce que ça aurait été très mal vu au sein du cabinet. Et donc, il se retrouvait à faire des siestes systématiques l'après-midi, pendant parfois plusieurs heures, parce qu'il y avait un creux d'activité, et parce que de toute façon, malgré ce creux d'activité, il y avait besoin d'être présent au cabinet pour faire valoir sa présence, pour faire valoir que c'était un avocat qui travaillait beaucoup, etc. Et puis, Arthur a aussi remarqué que les cabinets mettaient en place des incitations pour que les gens restent plus tard. Dans un de mes anciens stages, ce qui s'était passé et ce qui m'a toujours paru très très illogique, c'est qu'on nous proposait de nous offrir donc le taxi et de dîner aux frais du cabinet uniquement à partir du moment où le stagiaire restait au-delà de 23 heures. Je pense que dans l'idée, le but c'était de proposer une récompense aux stagiaires qui étaient restés aussi tard, sauf que ça avait un effet pervers manifeste et que les stagiaires, du coup, bien qu'ayant fini leur journée à 21h30, restaient 1h30 pour se dire que comme ça, au-delà de marquer les esprits par rapport au fait qu'ils sont restés tard ce soir-là, pourraient bénéficier du taxi pour rentrer chez eux et éventuellement d'un repas payé aux frais du cabinet. Et donc il y a toutes ces méthodes qui sont mises en place, mais qui sont mises en place de manière un peu hypocrite pour le coup, parce que dans ce cas, on devrait se dire que si on estime qu'un stagiaire, pour pouvoir réaliser son travail de manière efficace et performante, doit avoir un repas qui est payé par le cabinet, faisons-le, mais ne le conditionnons pas à une présence à 23 heures. C'était l'heure, moi, qui m'avait choqué. C'était qu'on rende ça disponible à partir de 20 heures pour un stagiaire qui restera en présentiel, très bien. Mais le fait d'avoir conditionné à 23 heures, ça crée un effet de masse, un effet de corps où l'ensemble des stagiaires se retrouvaient bien souvent à partir de 20h30, 21h, c'est-à-dire au moment où ils se rendaient compte que de toute manière, leur soirée était plus ou moins foutue et que eux allaient devoir rester plus ou moins tard. Ils prenaient leur temps, ils étiraient leurs tâches, justement pour atteindre cette heure limite de 23 heures et pour pouvoir profiter des avantages que le cabinet proposait à ce moment-là. Cette valorisation du travail, basée sur le temps passé au cabinet plutôt que sur la productivité réelle, c'est un problème structurel. C'est ce que m'a expliqué Valence Borgia. Elle est avocate, associée dans un cabinet d'arbitrage. Et c'est la secrétaire du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris.
Le Conseil de l'Ordre, ce sont des avocats qui sont élus par leurs pairs et qui sont chargés de les représenter. Valence Borgia a aussi été la présidente de l'Union des jeunes avocats. En 2016, cette union a sondé plus de 900 collaborateurs parisiens sur leur rythme de travail avant de publier un rapport intitulé « Les jeunes avocats et le temps ». Dans ce rapport, 60% d'entre eux indiquent consacrer plus de 9 heures par jour à leur dossier. Au-delà de la charge de travail importante, pour Valence Borgia, il y a plusieurs pistes pour expliquer ces longues heures passées en cabinet et le poids de la culture présentéiste. Premier facteur, le système de facturation, qui pousse à cumuler le plus d'heures possible au détriment parfois du bon sens. C'est vrai beaucoup dans les cabinets structurés internationaux, mais c'est quand même vrai dans beaucoup de cabinets d'avocats. La facturation, elle est essentiellement basée au temps passé. Et donc, très simplement, à partir du moment où on facture sur la base du temps passé, le collaborateur qui va rentrer le plus de temps et qui pourront être facturés au client, c'est celui qui, d'une certaine manière, ou celle qui est le plus rentable. Donc, voilà pourquoi il y avait aussi cette gestion au temps passé, elle est très ancrée dans la profession. Le rapport de l'Union des jeunes avocats indique que la moitié des collaborateurs ont un objectif de facturation dans leur cabinet. Et pour 60% d'entre eux, l'objectif est fixé en nombre d'heures facturables. En grande majorité, ils doivent enregistrer le temps passé sur chaque dossier grâce à des timers, des logiciels qui permettent de comptabiliser les heures à facturer. Et plus les cabinets sont gros, plus les objectifs horaires sont importants. Le rapport indiquait aussi que pour atteindre ces objectifs, certains collaborateurs devaient parfois passer entre 12 à 13 heures par jour au cabinet, parce qu'en fait, toutes les tâches ne sont pas forcément facturables aux clients. C'est ce que m'a expliqué Arthur. C'est que en fait le rapport horaire aux stagiaires est très très biaisé parce qu'on a des conventions de stage qui sont faites sur une base de 35 heures, mais on nous demande plus ou moins de facturer entre 7 et 8 heures de travail par jour, sachant que le facturable brut est très dur à faire et il peut représenter au maximum en général que 2/3 du temps de présence. C'est-à-dire que pour nous conformer juste à nos objectifs de facturation, on devrait être présent entre 10 à 11 heures par jour au cabinet. Ça veut dire que tu ne factures pas toutes tes heures? Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de tâches qui sont du non facturable, c'est-à-dire des tâches peut-être administratives, des impressions, des recherches, du moment où le stagiaire va passer plus de temps sur une problématique parce que tout simplement il trouve pas la réponse, etc. Donc il va pas pouvoir facturer l'ensemble de ses heures, mais il y a toujours ces objectifs de rendement qui sont de facturer entre 7 et 8 heures par jour de travail, de facturable cette fois. Donc du coup on a des pertes de temps passé non facturable qui sont du travail qui est souvent fait au sein du cabinet, mais qui du coup ne correspondent pas à des choses qui pourront être facturées aux clients. Et ça nous pousse du coup à dépasser de très loin le volume horaire qui est prévu dans nos conventions de stage, qui est de 35 heures. Mais selon Valence Borgia, ce système de facturation n'a pas toujours été en place. C'est un peu nouveau en fait, parce que, moi j'ai toujours connu ça, mais avant, la facturation au temps passé, d'après ce que je comprends, c'est quand même une importation des cabinets anglo-saxons. Avant, on fonctionnait pas comme ça, on était beaucoup plus... le rapport à l'honoraire, on peut en parler pendant des heures, mais les avocats facturaient plus des sommes, je dirais, forfaitaires, à la mission, etc. Donc là, on n'était plus à la limite sur le temps passé. À la limite, même, je dirais même, l'avocat le plus rentable, c'est celui qui passait le moins de temps à faire quelque chose, puisque de toute façon, on avait une somme fixe, quelle que soit la nature de la diligence. Et c'est à partir du moment où on est rentré dans le système de facturation au temps passé qu'il y a une forme aussi de conflit d'intérêts qui s'est lié entre... le client et l'avocat, puisque l'avocat le mieux payé sera celui qui mettra le plus de temps à faire quelque chose, ce qui est quand même aberrant. On est un peu en train de revenir là-dessus. Il y a beaucoup de réflexions qui sont menées dans les cabinets, dans la profession, sur ce système de facturation. Mais en tout cas, je pense que ça explique une partie de cette culture du présentéisme. Une autre raison est avancée par l'avocate. C'est l'omniprésence du modèle masculin dans les cabinets. C'est vrai que de fait, les associés dans les cabinets sont très majoritairement des hommes. C'est en train d'évoluer et de bouger. Heureusement, d'ailleurs, depuis quelques années, on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais et donc, du coup, dans l'organisation matérielle d'une journée, et je dirais d'une journée conventionnelle, puisque heureusement, il y a des hommes qui fonctionnent différemment. Mais en tout cas, dans une conception où quand même la charge, notamment de la vie familiale et de la vie privée, repose plus sur les femmes que sur les hommes, il y a une forme de culture
qui est distincte, c'est-à-dire que les femmes, elles doivent faire rentrer dans, je dis pas qu'elles le doivent, elles pensent qu'elles le doivent faire rentrer dans une même journée des choses qui sont à la fois de la charge physique, mentale et logistique d'une famille. Donc on a intérêt à être extrêmement efficace sur l'optimisation de son temps dans la journée. Là où les hommes qui n'ont pas cette charge-là ont, eux, plus de temps à passer au cabinet, et notamment, et quelque part, d'une certaine manière, ça génère une forme aussi de double peine pour les femmes. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu, parce que les hommes, par exemple, il y a un truc qui paraît un détail, mais qui pour moi est fondamental et que je dis souvent aux jeunes consoeurs qui intègrent la profession. Les hommes, par exemple, ils vont pas sacrifier le temps du déjeuner. Alors, le temps du déjeuner, c'est un temps où, en fait, c'est un temps aussi mondain et de plaisir, mais donc de développement professionnel. C'est-à-dire qu'on sort du cabinet, quelque part, on part un peu à la chasse, on va rencontrer des gens, on passe un moment agréable qui est un moment, parce que c'est toujours sympa de s'installer au restaurant, de faire un vrai repas complet, de se détendre, d'échanger et donc de construire de la relation qui sera de la future relation professionnelle et du business development. Pendant que les femmes, elles se disent, voilà, là, j'ai 1h30, 2 heures de temps de déjeuner. Je peux plutôt aller prendre une petite salade de petits pois et de feta et je vais manger devant mon ordinateur et ça va me permettre de traiter en 2 heures des dossiers. Et donc, du coup, c'est ce que font les femmes. Donc, de ce point de vue-là, elles se sacrifient en réalité parce que, du coup, leur journée de travail est bien plus intense. Ce qui leur permet à elles, à 18h, de partir parce qu'elles ont optimisé ces 2 heures de travail, alors que les hommes, eux, ils vont rester jusqu'à 20h. Je dirais pas qu'ils sont forcément dans une intensité de travail qui est la même, mais on va faire le reproche aux femmes ensuite d'être parties à 18h. Donc, c'est là où, pour moi, il y a une espèce de double peine et quelque chose qui est un peu aberrant, mais qui est la traduction de ce système du présentéisme dans la profession, mais je dirais même, j'imagine, dans le tissu entrepreneurial français. Et ce mécanisme défavorable aux femmes, on le retrouve partout, pas seulement dans le milieu des cabinets d'avocats. Valence Borgia est aussi l'une des cofondatrices de la Fondation des femmes, une association qui lutte contre les violences et milite pour l'égalité femmes-hommes. Dans un article, elle dresse un tableau édifiant. Selon elle, 30 à 40% des avocates quittent la profession au bout de 5 années d'exercice et 20% des hommes par épuisement. C'est ce qu'a déjà constaté Arthur. Je me rappellerai toujours ce qui a été proposé. Donc, il y avait une jeune maman qui travaillait dans un de mes anciens cabinets. Donc, elle avait 2 enfants de 3 et 5 ans, je crois. Et elle avait exprimé le souhait de vouloir passer plus de temps avec eux. Ses enfants s'endormant, je crois, à 20h, 20h30. En fait, elle ne les voyait pas en semaine. C'est là où le cabinet lui a proposé, de manière, je pense avec beaucoup de bonne volonté, mais d'une manière aberrante, de partir à 19h, de rester de 19h à 21h avec ses enfants, et puis de revenir. Et du coup, on avait cette avocate qui rentrait chez elle, entre 18h30 et 20h, avait ce moment familial-là, mais revenait après. Et se retrouver à avoir un rythme que je pense peu de gens auraient supporté. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a un tel exode des avocates après quelques années d'exercice. C'est parce que exercer en tant que cabinet d'avocat est toujours, à mon avis, plus ou moins incompatible avec le fait de sauvegarder une certaine vie de famille. Et du coup, on se retrouvait à avoir ces situations aberrantes où des cabinets pleins de bonne volonté proposent à leurs collaboratrices de revenir entre 21h et 23h pour récupérer les heures qu'elles n'auraient pas faites entre 18 et 20. Et c'est vrai que c'est un fonctionnement assez particulier. Et c'est toujours très étonnant que personne à un moment ne se dise, mais tout simplement, pourquoi est-ce que les avocats auraient besoin de travailler à ce point-là plus que n'importe quelle autre profession qui peuvent pourtant être très performantes. Si cette question est peu formulée, selon Valence Borgia, c'est à cause de la persistance d'usage d'un autre temps, ceux de la génération des associés, aujourd'hui à la tête des cabinets. Et c'est le 3e facteur pour expliquer les raisons du présentéisme dans la profession. Pour simplifier à l'extrême, il y a une partie du barreau qui va dire en fait, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et cette profession, elle est dure, et c'est vrai. Elle est dure, mais en même temps, ça fait partie pratiquement du rite initiatique que d'être capable de mener ce marathon. Et si on n'en est pas capable, en gros, c'est marche ou crève. Et donc, il y a une forme de sélection par
par la force, en fait, ce qui est considéré comme par une force. Donc ça, c'est une frange du barreau qui dit ça. Il y a une autre frange du barreau qui dit, non, en fait, ça, c'est quelque chose qui d'abord est extrêmement violent, et en fait, qui élimine des gens qui sont considérés comme plus faibles ou plus vulnérables, mais qui ne le sont pas, en fait, nécessairement, mais qui juste, à un moment, refusent d'avoir ce type de vie-là. Et cette frange-là du barreau, dont moi, je fais partie, dit, mais inventons des modèles différents qui seront tout aussi performants, parce que moi, je crois que... j'en suis convaincue. D'ailleurs, moi, je montais avec d'autres un cabinet où on essaie de mettre ce genre de choses en place. J'ai aucun doute sur le fait que la performance est possible dans des conditions différentes. Pour Valence Borgia et une partie du barreau, la génération qui vient ne se coulera pas dans le moule actuel. C'est d'ailleurs le cas pour Arthur. Il n'est pas encore diplômé, mais avec plusieurs longs stages à son actif, il a déjà renoncé à poursuivre sa profession, comme il l'avait jusqu'à présent imaginé. Je me suis construit pendant plusieurs années en ayant le métier d'avocat en tête comme métier futur. Pour moi, voilà, objectif vers lequel je tendais. Par contre, c'est sûr que j'ai déjà fait le deuil de cette idée et que si jamais je dois travailler en cabinet d'avocat, justement le verbe devoir est bien choisi parce que ce sera une contrainte. C'est-à-dire que c'est mon cursus scolaire qui m'aura enfermé dans un choix de métier auquel je voudrais échapper le plus vite possible. Et donc il y a beaucoup de départs et systématiquement ces départs, c'est simple, c'est que ça va de l'avocat vers l'entreprise. Toujours. Aucune choisit par exemple de se réorienter dans un autre cabinet d'avocat. C'est vrai que c'est le métier lui-même qui est décrié en tant que tel et il y a une forme de résignation de la plupart des gens qui y exercent, c'est que soit on accepte d'avoir donné notre vie à notre travail et souvent l'ensemble de la vie personnelle qui entoure ces avocats-là, qui sont souvent ceux qui deviennent associés, est très très limité. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, il y a énormément de divorces chez les avocats, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent très vite à ne plus avoir de vie de famille, ce qui a un effet pervers, c'est que du coup ils sont encouragés à aller travailler vu que c'est un peu tout ce qui leur reste, de manière assez cynique, c'est un peu ce qui se passe. Et c'est quelque chose de très prégnant pour l'ensemble de la profession. C'est-à-dire qu'on voit la profession d'avocat comme un mauvais moment à passer, un moment à encaisser où on doit exercer pendant quelques stages ou éventuellement 2 à 3 années d'exercice en cabinet. Ce seront des années subies, infernales, où on nous dit très clairement qu'on vivra pour notre cabinet. Mais on a l'espèce d'objectif que cette expérience ensuite nous permette juste une chose, c'est de pouvoir quitter la profession. Si Arthur veut en partir, c'est parce qu'il a constaté les conséquences de ce rythme sur des collaborateurs plus âgés. Le rythme est intenable. C'est-à-dire que physiquement, faut savoir que c'est des choses qui se voient. J'ai un collaborateur dans un de mes anciens cabinets. Le poids du travail en cabinet d'avocat se voyait physiquement sur son visage. Il a développé des maladies. Il a développé une maladie de Crohn notamment parce qu'il est lié au stress. Il a pris énormément de poids. C'est des choses qui à très court terme pèsent sur le mental et sur le physique des gens. Et du coup, quand bien même on a des gens qui sont très très bosseurs, prêts à travailler, volontaires dans leur approche, ils ne tiennent pas tout simplement et finissent par abandonner au bout de 3 ans d'exercice pour aller en entreprise. D'où la nécessité de réinventer les modèles en place et l'urgence. Le changement est d'ailleurs déjà en cours. Certains cabinets, comme celui de Valence Borgia, essaient de recruter pour anticiper les coups de chaud. Alors là, très franchement, je dirais que nous, on est au balbutiement et je vais pas du tout me donner comme un modèle parce que je trouve qu'on a trop travaillé depuis qu'on a commencé. En tout cas, ce qu'on essaye de faire, faisons par exemple le constat qu'on trouve que toutes les équipes travaillent beaucoup et de mon point de vue, trop, mais ce qui est normal au moment du lancement d'un cabinet. Donc déjà, on est dans une logique de recrutement permanent. Là, on est encore en train de recruter, c'est-à-dire qu'à un moment, on se dit pas, il faut que le travail soit fait par une petite poignée de personnes. On se dit que si on a trop de travail, ça paraît idiot, mais il faut recruter pour alléger le plus possible. D'autres cabinets ont aussi généralisé depuis des années déjà plusieurs jours de télétravail par semaine. C'était jusqu'alors si rare dans la profession que pour ces rares cabinets, c'était même un facteur d'attractivité. Je crois que la profession d'avocat, c'est une profession qui a cette caractéristique qui, à la fois, elle est très conservatrice et elle est très ancrée dans des traditions, mais elle est aussi très, très évolutive et elle évolue avec la société. Et elle évolue pour une raison simple, c'est que quand on regarde sa démographie évolue énormément. Vous l'avez vu aujourd'hui,
On est passé d'une profession qui était une profession d'hommes dont les femmes étaient interdites initialement, à une profession qui est aujourd'hui très largement féminisée. C'est 70% de femmes dans les promotions d'élèves avocates, très largement rajeunie, puisque je crois que la moyenne d'âge c'est autour d'une 40aine d'années. Et donc tout cela fait qu'elle est très très encline à l'évolution. Et donc je pense qu'il y a plein de gens et plein de manières d'exercer un peu différemment, mais en étant très aligné avec ce en quoi on croit. Et ça va se développer de plus en plus parce que forcément, la vie professionnelle est tellement longue et tellement intense quand on est avocat que le seul moyen de tenir ce marathon-là, c'est d'être aligné, quoi. Si on le subit, si on est dans des systèmes d'organisation et de management qu'on subit, en fait, on s'abîme et on peut pas tenir, c'est impossible. Le coût du présentéisme systémique sur notre santé en France a été évalué par le cabinet Midori Consulting entre 14 et 24 milliards d'euros par an, essentiellement à cause d'une accumulation de fatigue, un épuisement émotionnel et une perte de motivation qui peuvent mener au burn-out. Cette réalité déborde bien au-delà du cas extrême des cabinets d'avocats. Dans d'autres mesures peut-être, mais qui reste importante dans de nombreux secteurs où l'on s'attend à ce que les gens restent tard, où l'on valorise la disponibilité à toute heure. Une organisation qui pénalise particulièrement les femmes et abîme la santé de tous. Alors, avant de revenir au bureau, à nos habitudes d'avant-crise, tentons de réinventer nos modes de travail. Pour 2021, prenons des résolutions pour une meilleure qualité de vie au travail, avec plus de bon sens. Il est temps. Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Cet épisode a été réalisé par Marion Botorel. Louise Emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, le Book Club, Fracas, Passage. À bientôt!